Illustrateur, écrivain, affichiste, fétichiste, Tommy Ungerer est célèbre urbi et orbi pour ses livres dédiés à la jeunesse comme Les Trois Brigands, Jean de la Lune ou Le Géant de Zeralda, aussi bien que pour ses grenouillades érotiques et autres placards pacifistes. Renvoyé des arts déco, blacklisté par le FBI aux États-Unis, régulièrement incompris en France et en Allemagne, Tommy Ungerer, vous n'avez jamais cessé d'aller voir ailleurs. Vos voyages commencent à vélo dans la campagne alsacienne et vous mènent dès 1950 à l'étranger. En 1956, à l'âge de 25 ans, vous vous installez à New York. En 1971, au Canada, en Nouvelle-Écosse. Puis, vous naviguez entre l'Irlande et la France. Comme dit votre ami alsacien Freddy Raphaël, Tommy Ungerer, vous êtes un rôdeur de frontières. Pour preuve, nous nous rencontrons aujourd'hui à Zurich. Tommy Ungerer, en 1950, à 19 ans, vous partez en stop pour le Cap Nord et voyagez en Laponie jusqu'à traverser les lignes russes. On en a dit un petit mot hier. À quoi ressemblaient donc ces lignes russes au début de la guerre froide? Ben, c'était pas tout à fait sensationnel parce que, quand même, de ce côté-là, c'était la toundra, hein, la Laponie, donc il n'y avait pas vraiment grand-chose à défendre. Vous voyez, c'était le long de la rivière Niemi qui faisait donc la frontière. Donc, il ne faut pas non plus exagérer, c'était la Finlande qui était occupée par les Russes. Et vous cherchiez le paradis socialiste, ça a été une Ah, déception? non, non, pas du tout. Moi, je n'ai jamais cherché le paradis. Vous savez, il faut quand même avoir quand même un petit sens de la logique et ne pas chercher ce qui n'existe pas. Vous savez, qu'est-ce que c'est que le bonheur? Je dis toujours que le bonheur, c'est une illusion avant qu'elle soit perdue. Donc, il ne s'agit pas de chercher le bonheur, ni même de le trouver, mais ce qui n'empêche pas d'avoir quelques bons moments dans la vie, hein. Et qu'est-ce que vous cherchiez alors de l'autre côté des lignes russes dans la toundra finlandaise? Je ne cherchais rien. Bon, j'avais toujours mon rucksack. C'était assez original. J'avais des cornes de renne sur mon rucksack. Puis dans mon rucksack, je me rappelle, j'étais parti. J'emmène toujours un livre avec moi dans mes voyages. J'avais les poèmes de Mallarmé à l'époque. Je me rappelle ça très bien. Et aussi mon marteau, parce que je suis un passionné de minéralogie. Et j'ai ramené d'ailleurs des belles magnétites de Laponie. Alors, c'est un peu l'ironie de faire de l'autostock avec des cailloux et des pierres dans le rucksack. Ça devient de plus en plus lourd. C'est comme une conscience qui s'alourdit avec le temps. Alors, c'est bon. Vous savez dire, on dit on part à l'aventure, hein, c'est comme ça, on prend ce qui vous arrive, c'est comme pour les jobs ou les petits boulots ou les trucs comme ça. Par exemple, une fois j'ai nettoyé les toilettes à Marseille et un jour au Conseil de l'Europe, j'ai tenu un discours où j'ai dit, vous savez, die menschliche Rasse hat genauso viele Farben wie den Scheiße. Voilà, c'est-à-dire que la race humaine a exactement autant de couleurs que la merde. Bon, vous savez, mes discours ne sont en général pas ennuyeux. Bon, j'étais énormément qu'on parlera par la suite dans la politique culturelle, mais je n'ai jamais, pas avec des électeurs, donc j'ai toujours pu dire ce que j'avais envie de dire. Je suis vraiment un agent provocateur, ça c'est un fait. Souvent, pour les discours, je mets tout de suite le choc au début. Un jour à Hanovre, j'ai tenu un discours et j'ai commencé par dire que j'avais la solution pour les problèmes de l'Afrique. C'était donc de réintroduire le cannibalisme. À ce moment-là, ils auraient tous assis à manger, il y aurait moins de nègres. Alors là, il fallait voir la tête des gens. Alors j'ai dit ensuite, mais qu'est-ce qu'il y avait avant? Le cannibalisme colonial. Est-ce que vous savez d'ailleurs que Tommy Ungerer, à propos d'agent provocateur, que c'est le nom d'une boutique de lingerie féminine très coquine aujourd'hui aux États-Unis? Ah non, ça je ne le savais pas, mais ça je suis flatté, ça me va très bien. J'adore, enfin bon, j'adore les dessous féminins, aussi les dessus. Alors, avant de parler de votre Voilà. Bon, passage alors, par le Conseil de l'Europe, justement, restons aux États-Unis, puisque votre voilà. ailleurs, c'est pour le pire et le meilleur, les États-Unis, à partir de 1956, et plus précisément New York. New York, voilà. Vous avez connu les États-Unis, cependant, d'abord avec un aviateur, avec l'arrivée des Américains pour la libération, et puis au Centre culturel américain à Strasbourg, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Quelle image aviez-vous alors, Tommy Ungerer, du pays de Tom Sawyer?
Ah bah ça, c'est vraiment très, très difficile. Je m'imaginais peut-être un petit peu que ce serait comme une Suisse en plus grand, quoi, où tout serait parfait, tout serait très bien. Et ce qui m'a surtout quand même amené aux États-Unis, c'est mon amour du blues et du jazz. Je m'imaginais que j'arriverais à New York pour entendre tous ces gens-là qui étaient, il faut pas oublier, à l'époque, Sidney Bechet avait le disque d'or en France, etc. C'était eh bien, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. C'était quand même encore du race music, race records. Donc là, ça a été quand même un assez grand désappointement. Il était plus facile de trouver des disques de jazz en France à l'époque qu'aux États-Unis. Mais alors là, j'ai tout de suite démarré. Il faut voir que c'est pas l'Amérique, c'est quand même le pays des extrêmes. Et c'est aussi the land of opportunity, le pays c'est un miracle. Je suis arrivé avec $60 dans la poche. Je pouvais donc habiter chez mon ami à l'époque, mais il était interdit à l'époque de vivre avec une femme. Vous voyez ce que je veux dire? Elle s'appelait White, donc j'étais Mr. White. Puis on était là dans un sous-sol, dans simplement une pièce dans un sous-sol. C'était plutôt dénudé, hein. Et puis la propriétaire de la maison qui me louait était une vieille Irlandaise, toujours dans sa robe de chambre. Et souvent, elle toquait à ma porte la nuit pour que j'aille lui chercher du whisky. Et mon voisin achetait comme ça, vous savez, des revues à sensation. Et je les repêchais dans les poubelles. Et là-dessus, je tombe sur un article qui parlait de la plus grande mère maquerelle, du plus grand bordel, donc de Chicago. Et à la fin de l'article, elle disait, justement, c'était le nom qu'elle s'était retirée à New York. Il y avait son nom et l'adresse à laquelle je vivais, 20 West 71st Street. Alors, c'est vraiment comme dit, où que j'aille, il y a toujours une espèce de situation qui sort de l'ordinaire. Donc, la première personne chez laquelle je suis logé était la plus grande mère maquerelle des États-Unis. Alors, dès le premier jour après mon arrivée, je suis allé donc dans un kiosque de journaux et je regardais là toutes les revues qui m'intéressaient, dans lesquelles donc j'aurais bien voulu être publié. Alors, j'ai noté tout de suite l'adresse, le téléphone en feuilletant et puis le nom du art directeur, donc du directeur artistique. Et alors, mon bureau, c'était la cabine téléphonique, n'est-ce pas? Je faisais mes coups de fil et partout, j'ai obtenu des rendez-vous. J'étais accueilli avec une gentillesse. Et ceux qui me disaient, oui, c'est très européen votre truc, mais et voilà, ça c'est bien, ils me donnaient des conseils. Et ensuite, ils appelaient tout de suite un autre art director, etc. Et là aussi, il faut dire que la majorité des gens que j'ai rencontrés, ils étaient juifs. J'étais invité à des bar mitzvahs, etc. J'ai vraiment découvert vraiment un peuple pour lequel je me suis retrouvé des affinités énormes. Des affinités énormes, peut-être du fait que je sois alsacien, que je sois minoritaire, etc. Je me suis de ce fait presque retrouvé chez moi à New York. Alors, il y a une anecdote assez amusante. Je n'avais même pas un sac pour mes dessins. Je promenais mes dessins comme ça, sous le bras. Et il s'était mis à pleuvoir. Je me rappelle, je me suis arrêté à Broadway et 43e rue, il y avait une pharmacie. Et je suis rentré là-dedans. Je leur ai demandé s'il faut me donner une boîte pour mettre dedans mes dessins. Ils m'ont donné une boîte. Et je ne me rendais pas du tout compte de ce que c'était, cette boîte. Mais c'était une boîte, en gros, pour les préservatifs Trojan. Donc avec le cheval de Troie, ce qui était aussi symbolique. J'étais un petit peu comme le cheval de Troie à New York. Et partout où j'arrivais, je me posais ma boîte de préservatifs, en gros, sur le bureau des arts directeurs. Ça a certainement tout de suite servi à établir ma réputation. Et alors, quand vous arrivez aux États-Unis, Tommy Ungerer, c'est aussi l'époque de la ségrégation raciale. Ouais. Vous avez illustré la lutte entre blancs et noirs à travers notamment une affiche célèbre où deux hommes, tête bêche, s'entre-dévorent, un homme blanc, un homme noir. Or, à propos des noirs et des blancs, j'ai lu que vous avez chanté les mérites de Chester Himes, cet écrivain noir américain, exilé en France, auteur de romans, de polars, qui aimait et haïssait tout à la fois sa couleur, Ouais. persuadé qu'au fond de lui, il avait du sang blanc. Vous, quelle est votre part noire et peut-être nègre, Tommy Ungerer? Oh, ouais.
je dirais, j'ai un petit peu toutes les races dans mon sang, vous savez. Je pense que c'est une question de transfusion, en fin de compte. C'est-à-dire que je pourrais dire que mon sang n'est pas seulement alsacien, mais il est aussi juif, irlandais et noir, parce que quand on est ouvert sur le monde, on est ouvert sur les gens qui le peuplent. Pour moi, de chaque rencontre, c'est un luxe. C'est un luxe humain, c'est un luxe du partage. Je suis aussi très curieux, là aussi, la curiosité aide beaucoup, mais je ressens facilement le problème des autres. L'un de mes gros problèmes dans la vie qui me fait vraiment souffrir, c'est un petit peu comme un Jésus, des fois, on appelle ça le Weltschmerz, c'est la douleur du monde. Je traîne ça un petit peu comme Jésus qui traîne sa croix. Les moindres misères, les moindres choses. Alors pour moi, les actualités, c'est l'horreur quand je vois toutes ces choses. Et quand vous étiez à New York, Tommy Ungerer, à quelle occasion, par exemple, avez-vous pu ressentir cette Weltschmerz, cette douleur pour les Noirs américains? Oh, de plusieurs reprises. J'ai beaucoup connu et même travaillé avec Leroy Jones, justement le poète noir, qui avait une petite revue. On a travaillé ensemble, etc. De ce côté-là, sur le niveau du racisme, je ne l'ai pas tellement ressenti à New York. Il faut quand même faire une grande différence là. Il y a New York et il y a les États-Unis. Les États-Unis, pour moi, c'est quand même une espèce de grande boîte plutôt vide dont l'emballage change constamment. Mais dans cette boîte, il y a quand même un élément solide, c'est New York. Et New York, c'est quand même complètement différent, surtout à l'époque, n'est-ce pas? À l'époque, c'était l'époque des McCarthy, des chasses aux sorcières. Hein. C'était des masses de tous les gens qui ailleurs, du Middle West ou du Sud et ailleurs, qui ne supportaient pas. Ils venaient à New York. Donc New York était vraiment, c'était un grand refuge où tout le monde se retrouvait. Alors il faut voir aussi que l'importance de la presse à l'époque, n'est-ce pas? Il y avait beaucoup plus de revues. Il n'y avait pas les budgets publicitaires qui passaient à la télévision. Et aussi un phénomène américain, c'est que dans beaucoup de revues, on publiait des short stories, vous savez, de la littérature, que ce soit même dans Saturday Evening Post. Et chaque fois qu'il y avait comme des choses, on avait besoin d'illustrateurs. C'était donc le paradis pour l'illustration. Et alors aussi, même je pouvais carrément vendre des histoires. Par exemple, pour Sports Illustrated, au lieu d'envoyer un photographe, il m'envoyait au Kentucky Derby, ou aux courses de chevaux, ou bien pour le football, comme reporter. Les possibilités étaient inouïes. Même, vous connaissez peut-être le livre Pierre de la Lune. Eh bien, il est d'abord sorti sur 12 pages dans Holiday Magazine, c'est-à-dire que je pouvais vendre des histoires entières et on me donnait carrément 6 pages, 7 pages pour toute une fable, pour toute une histoire. Et alors aussi sur le niveau politique, il y avait quand même les magazines comme Rampart qui étaient quand même contre la guerre du Vietnam, etc. Parce que moi j'ai encore des dessins qui sont déchirés, qu'on m'a rendu déchirés parce que c'était, je crois, à Los Angeles qui étaient les bureaux de Rampart et il y a des gens de l'ultra-droite qui sont venus pour saccager les bureaux, ils ont déchiré mes dessins. Vous voyez, ce genre il y avait vraiment une atmosphère de solidarité. Une atmosphère de solidarité, on était tous là pour se battre contre une même chose. Alors là, j'ai eu quand même des drôles d'histoires, n'est-ce pas? À l'époque, c'est quand même le général de Gaulle qui a été le premier à reconnaître la Chine, n'est-ce pas? Avec une ambassade, etc. Et donc, étant citoyen français, j'aurais pu être l'un des premiers reporters à aller en Chine. Donc pour Newsweek Magazine, j'étais donc déjà à Paris et j'attendais mon visa que heureusement je n'ai pas eu parce qu'il y a eu un téléx qui est venu au bureau de Newsweek du State Department qui disait que si j'allais en Chine, on ne me laisserait plus retourner aux États-Unis. Alors j'ai laissé, là il faut être quand même pragmatique, j'ai laissé tomber mon histoire. Puis je débarque à Idlewild, c'était pas encore John Kennedy Airport. Je passe la douane, aucun problème. Je suis dans le hall, et tout à coup, il y a un mec à ma droite, un mec à ma gauche, et un derrière moi. Et un me murmure à l'oreille, drop your suitcases and follow us quietly. Laissez tomber vos valises et suivez. Mais alors, comme au cinéma, hein. Alors les deux, je laisse tomber les valises, ils me prennent par le bras, ils me foutent dans une voiture, ils m'amènent dans un truc, dans une pièce pratiquement déserte, avec juste une grosse lampe, déshabillés, questionnés. Ils ont même ouvert les semelles de mes chaussures, parce que le seul fait de vouloir aller en Chine, ça me faisait de moi un communiste. N'est-ce pas? C'était une époque aux États-Unis, mon cher,
aux États-Unis, un collectionneur philatéliste n'avait pas le droit d'avoir des timbres chinois. Ah, c'était à ce point-là. Et c'est pas seulement ça, mais j'étais déjà un grand pêcheur devant l'Éternel, parce que je jouais au poker à peu près une fois par semaine, aussi déjà avec l'ambassadeur cubain aux Nations Unies. Et alors, après ça, ils m'ont nouveau lâché, mais à partir de ce moment-là, j'étais sur la liste noire. Et pendant un certain temps, il y a le téléphone, et puis j'étais aussi suivi, et mon courrier était ouvert. Mais pas à la vapeur, vraiment, on me montrait indésirable, etc. Donc j'ai quand même vécu ça, et ça, je veux dire que, étant alsacien, ayant déjà vécu sous les nazis, ayant été un sale-boche chez les Français après la guerre, j'ai un élément de paranoïa assez prononcé chez moi, c'est-à-dire que je me sens facilement persécuté et j'ai encore constamment des cauchemars de ces arrestations, que ce soit la Gestapo ou autre chose. Donc là encore, j'ai été marqué et là aussi, d'autant plus, ça nourrit mon inspiration. Et en même temps, Tommy Ungerer, cette paranoïa, ou en tout cas la curiosité des autorités américaines contre vous, vous l'avez un peu cultivée, si on pense aux ouvrages satiriques, pour le dire gentiment, que vous avez consacrés à l'Amérique. Il y a deux parties parues en 1966 où vous révélez les vices du gratin new-yorkais. Il y a America, qu'on a sous les yeux d'ailleurs, paru en 1974, consacré à l'injustice du système social américain. Il y a les silhouettes squelettiques et obèses de l'Amérique, le fameux slogan Join the Free and Fat Society, rejoint la société libre et grasse, que ça c'est une statue de la liberté adipeuse en bikini qui exige ça du lecteur. Tous ces charmes vénéneux de l'Amérique, Tommy Ungerer, cette Amérique capitaliste hégémonique des années 60, vous y avez goûté avant de vous sevrer. Est-ce que c'était pas aussi pour vous une drogue exaltante et destructrice? Mais avec raison, oui. C'est-à-dire que si on est vraiment dans la satire, c'est pour pointer le doigt sur les obscénités des vices d'une société. Ça vous Et alors a à plu ce moment-là, on devient évidemment, les dessins deviennent obscènes si on dépicte l'obscénité. Mais vous, Et ça vous plaisait ou pas? pour ce qu'il en est de la liberté, j'affolais toujours les gens en leur disant, écoutez, la statue de la liberté, elle est vraiment bien construite et bien placée, car elle tourne son dos aux États-Unis. Elle vous accueille, mais elle tourne son dos aux États-Unis. Bon, comme je l'ai dit, je suis agent provocateur, c'est ma profession. Mais je ne le fais pas vraiment pour me faire remarquer, je le fais presque avec un sens de la mission. Je sens que les destins, encore à savoir s'il y en a un, m'a donné des talents, c'est pour que ces talents soient mis au service de l'accusateur public que je suis. Ça vous êtes un moraliste, Tommy Ungerer, un grand moraliste? Oui, je le dirais définitivement, oui. Et ce qui me passionne, c'est justement le no man's land entre le bien et le mal. Parce que je pense que le bien peut apprendre du mal et le mal peut apprendre du bien. Et surtout avec l'humour. Je pense que les meilleures leçons passent par l'humour. Parce que regardez, même en soi-même, on est tous des Jekyll et des Hyde. Donc c'est pour là qu'il faut quand même créer une conscience. Et il faut donner aussi aux gens, par la conscience, une raison d'être. Il y a tout simplement des choses qu'on ne peut pas faire. En fin de compte, dans la morale, on peut tout se permettre tant qu'on ne fasse pas de mal à quelqu'un, en fin de compte. Mais à propos de No Man's Land, après vos années à patauger et à dénoncer l'obscénité new-yorkaise, américaine, Tommy Ungerer, en 1971, vous décidez de partir pour le Canada et en particulier pour la Nouvelle-Écosse. C'est vraiment un no man's land où je ne sais pas s'il y a bien ou mal. Oui. Est-ce que c'était une volonté de rédemption d'aller dans cette contrée isolée où vous devenez fermier? D'abord, il faut voir comme les choses avaient changé. Tout à coup, je me suis retrouvé à New York, qui n'était plus motivé par la guerre du Vietnam, qui n'était plus motivé, vous voyez ce que je veux dire, par la ségrégation, avec tout le miracle, littéralement, qui a eu lieu avec Martin Luther King, etc. Et ensuite, il y a eu l'arrivée des drogues dures, donc je me sentais plus chez moi comme auparavant. Et je suis toujours le destin. J'avais passé avec ma femme que je venais de rencontrer, on était simplement allé voir en Nouvelle-Écosse, et puis pop, on est rentré, on a fait nos bagages. C'est comme si le destin avait tout à coup dit, voilà, fini. Et j'ai quitté aussi un petit peu New York comme un rat qui quitte le navire, mais pour aller sur un autre. Alors là, ça a été un changement de vie total. Mais là, c'était un navire, la Nouvelle-Écosse, le Canada, Tommy Ungerer, qui était particulièrement rude, spartiate, âpre. Oui, Vous le racontez dans Mes années de boucherie. Alors, c'est un retour à la terre, il y a un côté comme ça. Midi sous le nom Acadie, mais sans les dessins.
Alors nous sommes arrivés dans ce coin-là, perdus, sur une presqu'île. On pouvait seulement y aller à la marée basse. Alors je me suis tout de suite rendu compte que le poste de police était barricadé, fermé, parce que la police ne pouvait plus contrôler l'endroit. C'était devenu incontrôlable. Là, de nouveau, par pur hasard, je me retrouve sans doute dans le seul endroit du Canada qui était presque une espèce d'équivalence au Far West. C'était une société avec des sectes puritaines. Il n'y avait donc pas de pub, il n'y avait pas de bistrot. On pouvait seulement acheter l'alcool par caisse dans un comptoir. Et alors, que font les pêcheurs et les marins des pêcheurs, oui, qui reviennent, ils n'ont pas le droit de boire à la maison. Alors, les Lee Enfields, donc les flingues de la Deuxième Guerre mondiale de l'armée anglaise, se vendaient à $12 avec une caisse de munitions. Et le grand sport, c'était de se saouler la gueule, de charger le rhum et les flingues dans la voiture et d'aller incendier ou attaquer les maisons. Je dois dire que dans les 6 ans que nous avons été là, un tiers des maisons et toutes les 3 pêcheries ont été incendiées. Alors évidemment, à l'époque, par exemple, quand j'allais au cinéma, qui était dans la ville voisine, avant d'aller au cinéma, je faisais mes bagages avec le passeport, avec les originaux des livres en cours, et j'emmenais ça au cinéma, parce que je ne savais pas si la maison serait encore là à mon retour. Évidemment, il faut aussi se défendre, parce que quand ces mecs-là, ils ont trop bu, hein, c'est un peu fort. Je me rappelle mon ami Truman, qui avait 17 ans, qui habitait, c'était mon voisin le plus proche, au-delà de la colline. Et il avait descendu son frère avec cette boulet. Je lui demandais, Truman, why did you do it? And he tells me, well, you know, Tom, once a year you got to shoot it. Une fois par an, il faut tirer son coup. Voilà. Et le juge, là, qui avait peur des représailles, l'a laissé repartir. Il lui a simplement dit, jeune homme, je vous donne un conseil, ne refaites pas ça. Et puis un jour, ma femme Yvonne revient de la grange parce que nous avions des cochons, nous avions des animaux. Je suis devenu très bon boucher parce que la viande était si médiocre qu'on a acheté un cochon. Et bien alors il n'y avait pas de boucher. Alors ma femme et moi, je l'ai bien, avec le couteau, j'ai fait ça très bien. J'ai appris à devenir un très bon boucher. Je lui dis toujours, les cochons que je dessine, je les ai tués. Mais un jour, ma femme vient et elle me dit, bah, il y a un mort devant la grange. Oui, bah, je descends, il y avait un mort. C'était curieux, il était juste dans le sable, et puis je l'ai soulevé, et puis son visage avait laissé un masque. C'est dommage que j'ai pas eu du plâtre sous la main, parce que j'aurais pu couler son masque mortuaire dans le sable. Alors évidemment, on a appelé la police, mais à ce moment-là, c'est les Mounties, vous savez, avec les grands chapeaux, parce que, comment est-ce qu'on appelle ça, les CRS en France. Ils sont venus et au crayon, sur un bout de papier, Yvonne a simplement écrit mon jeu, Yvonne Unger, j'ai trouvé le cadavre de trucs, voilà. Et quelques semaines après, j'ai appris ce qui s'était passé. J'ai rencontré un gars qui avait un peu vu, et puis il me cligne de l'œil, il me dit, c'était quand même une bonne blague. Je dis, qu'est-ce que était une bonne blague? Mais oui, le type que tu as retrouvé devant chez toi. C'est simplement qu'ils avaient vu, puis qu'ils l'avaient écrasé, quoi, en voiture. Et puis ils ont trouvé marrant de laisser la carcasse chez moi. Alors ça te donne un petit peu le niveau de... Ça veut dire que partout où vous partez, où vous déposez vos bagages, Tommy Ungerer, à la recherche d'un purgatoire, si c'est pas d'un paradis, vous trouvez les enfers en fait. Mais c'était pas un enfer, c'est une le aventure. New-Yorkais, C'est pas l'anarchie. même quand je parle, par exemple, de la Deuxième Guerre mondiale, de la poche de Colmar, vous savez, c'est pour ça dans tous mes livres d'enfants, les enfants ne sont jamais effrayés, ils n'ont pas peur. Moi, je ne me rappelle pas vraiment avoir eu tellement peur. On vit tout simplement avec. Moi, je vois les enfants de nos jours, ils regardent la télévision, etc., et avec toutes les violences possibles. Quand on est vraiment dans la merde, on ne la sent plus. Pour conclure, je voudrais qu'on dise un mot de... Je suis un peu scato, là, hein, vraiment. Mais parfois on vous paye pour ça, parce qu'on vous a même commandé des toilettes publiques qui n'ont pas trop plu, mais on en parlera peut-être. Tommy Ungerer, de retour en Europe, après les États-Unis et le Canada, vous n'avez cessé de travailler en France, en Allemagne, vous vous êtes fixé en Irlande, pays insulaire, divisé, peut-être un peu comme l'Alsace, et vous avez eu cette phrase sur une des affiches que vous avez réalisées pour le Conseil de l'Europe en 1994, « Cultive tes racines et plante-les dans les étoiles ». Comment fait-on, Tommy Ungerer, pour planter ses racines dans le ciel ? Non, là, je me contredis complètement un petit peu quand même, parce que l'un de mes slogans, de mes mots en anglais, c'est Don't hope, cope. N'est-ce pas? Je crois dans le doute. Mais mon doute
c'est un doute qui dit pourquoi pas. C'est-à-dire que c'est un doute ouvert, n'est-ce pas? Si vous êtes bouddhiste, si vous êtes communiste, quoi que ce soit, mais j'ai tout à apprendre. C'est-à-dire que je doute, mais quand même. Alors là, je me contredis parce que je ne vais pas chercher dans les étoiles. Vous voyez ce que je dis? Il faut connaître l'espoir pour aller chercher dans les étoiles. Ou le désespoir, parce que moi, Ou le vos désespoir. racines dans Oui, le ciel, voilà. ça m'a fait penser à Paul Oui, Celan. On oui, creuse dans le ciel une oui, tombe où on n'est pas oui, serré. oui. Non, là, je m'imagine plutôt que les firmaments, ce sont des petits trous par lesquels passe la lumière. Bon, non, et d'abord, il faut voir l'affiche. Il faut voir le dessin dont vous parlez. C'est une fillette qui est sur les échelles, qui va dans un arbre qui est bleu comme l'Europe et qui récolte les étoiles. Donc, c'était une affiche d'abord adressée à la jeunesse. Et comme je me suis toujours beaucoup battu pour l'Europe. Vous savez, bon, mon doute et mon désespoir, c'est personnel. Mais il ne faut pas que non plus que ce soit contagieux. Il ne faut pas oublier que dans la vie, on est très contagieux, hein. La haine, je recherche toujours encore les origines de la haine et comment est-ce que ça se développe. Mais si on a la haine, c'est une maladie contagieuse. Il faut faire attention de ne pas la passer. Et vous savez, ma façon de voir en disant il ne faut pas espérer, c'est une recette qui fonctionne pour moi, ça ne veut pas dire que ça fonctionne pour d'autres. Regardez dans tous les pays qui vivent dans la misère, où ils ont au moins une foi qui les aide à supporter leurs souffrances. Moi, je ne vais pas leur gâcher ça quand même. Ce ne serait pas juste.